Le journal sur LCF, bienvenue, voici le sommaire. Les échos du dialogue dans ce journal. Ce jeudi, les 3 derniers points sur la liste des 12 retenus ont été bouclés. À J-1 de la clôture de ces travaux, des voix se lèvent au sein des participants pour réclamer sa prolongation. Dans ce journal, nous parlerons aussi de cette conférence débat organisée par le Forum togolais de la société civile pour le développement. C'est à l'occasion de la journée internationale des casques bleus, ces soldats de maintien de la paix. L'Inde, à nouveau secouée par une affaire de viol. Cette fois, les victimes ont non seulement été violées, mais aussi pendues. Le pays tout entier est dans l'indignation. Et voilà le menu de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir choisis pour vous informer. On ouvre ce journal avec les échos du dialogue Togo Télécom, J-1 de la fin prévue de ces travaux. Ce vendredi, les différents acteurs qui participent à ce dialogue ont achevé d'examiner les 12 points qui étaient retenus à l'agenda. Comme il fallait s'y attendre, certains points ont fait objet de consensus et d'autres non. Des voix se lèvent d'ores et déjà pour réclamer une prolongation de ce dialogue, histoire de pouvoir aplanir les points de désaccord. Il faut également souligner que dans ce dialogue, le parti UNIR semble adopter une attitude de spectateur. Nous écoutons le facilitateur Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant qui revient sur le climat dans lequel les travaux se déroulent et les espoirs de voir ce dialogue aboutir. Après la pause d'hier, nous avons repris l'examen des points inscrits à l'ordre du jour. Nous avons examiné en particulier la question des élections locales. Nous avons parlé ensuite de la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et des communications, et nous avons abordé également le sujet du caractère républicain de l'armée. Bon, notre souhait le plus grand, c'est qu'on puisse terminer demain soir, mais si tel n'était pas le cas, nous envisageons la possibilité peut-être de prolonger d'un jour, de 2, la semaine prochaine, toujours dans l'intention de pouvoir approcher davantage les partis en présence. En réalité, il s'agissait d'une discussion qui a surgi au cours des travaux. Je pense que c'est Maître Dobrousse qui, se référant aux travaux de la CVJR, avait j'allais dire interpeller directement le parti UNIR. Et bon, donc la personne interpellée a dit, écoutez, je pense avoir déjà suffisamment expliqué que les recommandations de la CVJR, c'est pour tous les citoyens. Et donc si vous revenez encore sur cette question, eh bien, bon, je serai sourd et muet par rapport à cette question. Ce qui ne veut pas dire que le parti UNIR a déclaré qu'il allait être sourd et muet par rapport à toutes les questions qui allaient être débattues. Ce sont les parties prenantes qui ont sollicité ma facilitation. Donc au départ, tout le monde y croyait. S'il y a des difficultés qui surgissent, je pense que c'est l'occasion peut-être de voir ensemble comment surmonter ces difficultés-là. Donc vous me demandez si je crois. Si je n'y croyais pas, je pense que je me retirerais. Donc nous allons essayer de tout faire pour que cela aboutisse à quelque chose qui ne déçoive pas trop les attentes des populations. Les travaux de la 3e retraite ministérielle du groupe des États fragiles que l'on appelle encore le G7+, se sont ouverts ce jeudi à Lomé. 19 pays prennent part à cette réunion qui vise à faire le point sur l'évolution des pays membres de ce groupe en ce qui concerne le processus de sortie de la situation de fragilité. Jacques Pekemsi. Des États fragiles regroupés en une dénomination, le G7+, un mécanisme qui permettra d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les défis auxquels les États fragiles sont confrontés. C'est un groupe pour l'instant informel. Nous espérons qu'à l'étape du Togo, le G7+ sera beaucoup plus formel. Et la réunion de Lomé permet de faire le point de l'évolution des pays membres de ce groupe sur le processus de sortie de la fragilité. Et donc, la première chose qui va être faite, c'est que tous les États vont faire la situation de leur pays.
Pour cette troisième réunion ministérielle du G7+, 19 pays dont le Togo vont échanger sur différents points et partager leurs expériences respectives. Au moment où démarre la retraite ministérielle du G7+, pour faire le point des progrès accomplis par les différents États en vue de sortir de la fragilité, il me plaît de partager avec vous le parcours du Togo depuis le début des années 90. Comme vous le savez sans doute, le Togo a connu de 1990 à 2005 une crise socio-politique qui a eu des répercussions néfastes sur sa situation économique et sociale, devenue comparable à celle des pays post-conflit. Exprimer une vision à long terme qui permettra de concevoir des programmes d'assistance propres aux États fragiles, c'est l'objectif commun qui rassemble ces pays du G7+. L'appellation G7+, vient du fait que l'organisation regroupait au départ 7 pays fondateurs avant de se faire rejoindre par d'autres. C'est ce vendredi que l'atelier de formation des collectivités bénéficiaires des projets du programme du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel s'est achevé. 5 jours durant, Lomé a abrité les délégations des 17 États membres dont 9 proviennent de la bande sahélienne. La rencontre a permis de renforcer les capacités des collectivités bénéficiaires des financements de ces programmes. Carole Viagbo, Mathieu Gaï. Une clé, un levier de plus pour lutter contre la dégradation des sols et l'action des climats qui agissent négativement sur les sols. C'est la réponse qu'apporte le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Cette institution intergouvernementale a pour mandat de s'investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et de la lutte contre les effets de sécheresse et de la désertification. Ceci pour un nouvel équilibre écologique au Sahel. Ce comité est présent au Togo pour un partage de connaissances. Nous avons choisi le Togo parce que le Togo fait partie de notre zone d'intervention, c'est-à-dire que le projet intervient dans les pays membres du CILS et de la CEDEAO. Ce projet vise à renforcer les capacités de ces États membres et des États de la CEDEAO dans le cadre de la gestion des ressources naturelles, dans le cadre de la lutte contre la dégradation des terres. Au cours de cette rencontre, plusieurs communications ont été faites, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la désertification. C'est 5 jours de formation. C'est une formation organisée par le CILS dans le cadre d'un grand projet régional qu'on appelle Programme de gestion durable des terres et qui a regroupé ici à Lomé environ, plus précisément 8 pays membres du CILS. Vous savez, nous sommes plusieurs pays. Chaque pays a ses modes de travail, mais il y a des règles communes sur lesquelles il faut s'entendre, il faut respecter, quitte à ajouter les particularités de chaque localité. Et nous avons été très satisfaits des prestations des experts qui nous ont apporté beaucoup d'expérience, beaucoup de compétences dans le travail qu'ils ont fait. Créé en 1973 comme une réponse aux grandes sécheresses qui ont frappé le Sahel en 1970, le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel est présent au Togo depuis 2011 et s'étend à l'ensemble de la région Afrique de l'Ouest à travers la dynamique de coopération engagée avec la CEDEAO et notamment l'UEMOA. On célèbre ce vendredi la journée internationale des casques bleus. À cette occasion, le Forum togolais de la société civile pour le développement a organisé une conférence débat autour du maintien de la paix dans le monde. C'est la seconde fois consécutive que le Forum organise une telle conférence. C'est aussi une occasion pour saluer et louer le courage et l'abnégation de ces casques bleus qui sont déployés un peu partout à travers le monde. Apolline Abaki. C'est à travers cette conférence débat que le Forum togolais de la société civile pour le développement, FTSCD, célèbre la journée internationale des casques bleus. Au centre des débats, les différentes missions des casques bleus et les complexités de ces missions. Une occasion pour le FTSCD d'honorer la mémoire des casques bleus qui ont perdu leur vie au service de la paix et de rendre hommage à tous ceux qui ont servi et continuent de servir dans les opérations de maintien de la paix. Nous, en tant que société civile, qui travaille sur la thématique de la démocratie et de la paix, on s'est dit qu'il fallait quand même organiser cette journée. C'est la deuxième fois que nous la faisons au Togo pour que nous pensions à ces personnes
que nous les louons davantage, que nous les encourageons, parce que ce sont des sacrifices énormes. Certains perdent même leur vie pour une guerre qui n'est pas la leur. Un militaire togolais qui meurt peut-être en Côte d'Ivoire, bien au Tchad, on se demandera même, il a pas fait quelle guerre là-bas pour en mourir. Donc bref, en tant que société civile qui œuvre pour la paix, nous devons chaque fois se rappeler de ces personnes, de ces hommes et femmes qui donnent de leur vie pour apporter la paix dans le monde. En choisissant le thème « Maintien de la paix en Afrique, efficacité et succès des opérations », le FTSCD souhaite susciter des réflexions autour de la problématique du maintien de la paix en vue de la promotion de cette paix. Avec le thème que nous avons animé tout à l'heure, nous avons insisté sur la rapidité et l'efficacité des contingents, parce qu'il y a des opérations qui se font avec beaucoup de retard. Le cas du Centrafricain là, on veut attendre jusqu'en octobre avant d'envoyer une force de maintien de la paix. Nous sommes aujourd'hui presque en juin jusqu'en octobre, c'est des vies humaines qui vont partir. Donc il faudra qu'à l'avenir au niveau des Nations Unies, qu'il y ait vraiment une promptitude pour que les forces d'interposition arrivent rapidement. C'est depuis le 29 mai 2002 que la journée internationale des casques bleus a été consacrée pour saluer le dévouement et l'abnégation des casques bleus. Le Forum togolais de la société civile pour le développement célèbre pour le développement socio-économique et culturel du Togo par la promotion des valeurs citoyennes. Et c'est pour la deuxième fois consécutive que ce forum célèbre la journée internationale des casques bleus. Allons à présent à la découverte des pharmaciens, ceci à travers cette journée d'échange qui a eu lieu ce vendredi. L'objectif est d'expliquer le métier de pharmacien et montrer la place qu'occupent ces derniers dans la sphère médicale. Cette journée d'échange s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 7e journée de l'Ordre national des pharmaciens du Togo. Mathieu Gaï. Cette rencontre dénommée Journée scientifique a pour principal but d'expliquer et démontrer la place qu'occupent les pharmaciens dans le traitement de certains maux, d'où le thème « Rôle du pharmacien dans la prise en charge des pathologies chroniques ». À tour de rôle, les différents intervenants ont eu à passer au peigne fin les domaines d'action et en particulier leur rapport essentiel en matière de prise en charge des pathologies chroniques. Ceci par l'assurance, la vigilance, la prescription des produits pharmaceutiques et la sécurité pour ensemble partir en guerre contre les faux médicaments. Nous devons ensemble agir pour avoir l'assurance que les médicaments en circulation dans tous les coins, même les plus reculés du Togo, ont suivi le circuit réglementaire et logistique légal, contrôlable et garantissant une bonne sécurité d'emploi pour la population et une parfaite traçabilité. L'Ordre des pharmaciens salue l'engagement fort du gouvernement. Nous devons rester vigilants car les contrefacteurs font tous les jours preuve d'ingéniosité pour tromper sur l'origine et la qualité des produits de santé. Représentant le Premier ministre chargé de la Santé, André Johnson de l'Environnement salue l'initiative tout en mettant un accent particulier sur la qualité et la pleine disponibilité du gouvernement pour lutter contre les médicaments de la rue. Le thème de la présente édition traduit votre prise de conscience de l'implication nécessaire du pharmacien dans le contrôle de ce type de pathologie. La pratique pharmaceutique doit s'élargir au-delà de la simple délivrance du médicament à l'éducation thérapeutique de la population par des conseils appropriés, non seulement pour l'observance de leur traitement, mais aussi pour le dépistage précoce des maladies non transmissibles. Arrivés en nombre, ces pharmaciens trouvent en ces journées scientifiques l'occasion d'être plus outillés pour la mission dévouée. C'est de cela que tous les pharmaciens sont en train de discuter aujourd'hui. Donc, il y aura la prévention, il y aura le suivi thérapeutique, le suivi du traitement. De façon générale, c'est cela l'importance et le rôle du pharmacien donc, dans la prise en charge de ces pathologies. Les activités marquant cette 7e célébration des journées de l'Ordre national des pharmaciens du Togo prennent fin ce 31 mai. La suite de ce journal avec cette bonne nouvelle pour les artistes et producteurs togolais. La promotion de leurs œuvres est désormais assurée et les populations pourront aussi avoir un accès plus facile à ces œuvres. Tout cela grâce à ce contrat qui a été signé entre la Société des Postes du Togo et Gbadas Productions. C'est donc un partenariat qui lie désormais les deux structures et qui va aussi permettre de lutter contre la piraterie. Ida Aziadouvo et Apolline Abaki nous donnent plus d'explications. Paraphe et échange de documents. C'est un contrat qui vient d'être scellé entre la Société des Postes du Togo et Gbadas Productions. Un contrat
qui ouvre une nouvelle ère sur l'industrie culturelle togolaise et étrangère. Désormais, les artistes et les producteurs disposent d'une plateforme de distribution fiable et disponible de leurs œuvres. Par ce partenariat, Bades Productions entend défendre les intérêts des artistes producteurs et lutter contre la piraterie. Nous produisons, mais c'est la piraterie qui gagne du terrain. Mais ce contrat va permettre aussi de lutter contre la piraterie. Cela peut lutter contre la piraterie parce que dans le système, nous allons minimiser aussi le coût de vente des produits. Tous les produits auront même prix. Nous sommes avec Bitodra. Tous les CD qui vont passer dans ce circuit vont avoir leur vignette. Donc un CD vendu sans vignette est un CD piraté. Ce contrat concerne tous les artistes, sans distinction. Tous les artistes, tous les producteurs, tous ceux qui produisent des CD, des sketchs, des films, qui veulent vendre. Ça les concerne tous, que ce soit togolais ou étrangers. Par cet accord, la Société des Postes du Togo s'engage à promouvoir les artistes en facilitant l'accès des œuvres aux populations via leur bureau de poste. À travers notre mission d'entreprise citoyenne, nous voulons montrer que la Poste travaille aux côtés des artistes. La Poste compte aujourd'hui 79 bureaux de poste. Et grâce à ce réseau, nous avons pensé utile apporter notre collaboration et notre soutien aux artistes pour promouvoir et vendre leurs œuvres sur l'ensemble du réseau. Avec l'appui du bureau togolais des droits d'auteur, les deux sociétés s'accordent à respecter les clauses du contrat afin de booster l'industrie culturelle au Togo. Hors du continent, en direction l'Inde, secouée par une nouvelle affaire de viol. Cette fois, le cas est plus grave. Ce sont deux jeunes filles de 14 et 15 ans qui ont été violées puis pendues au manguier de leur village. L'affaire n'aurait pas eu une telle résonance si la police avait vite réagi. Mais dans un pays où les traditions ont la peau dure, même des lois dures ne suffisent pas pour décourager les violeurs. C'est un père effondré. Le matin même, il est allé voir la police pour s'enquérir de la disparition de sa fille 2 jours plus tôt. On lui a d'abord demandé à quelle caste il appartenait, et puis on ne l'a plus écouté, lui le Dalit, un parmi des millions d'intouchables, paria de la société indienne. Rentré chez lui, quelques heures plus tard, il reçoit la visite du commissaire de police. Le commissaire Sarvesh est venu chez moi. Il m'a informé que ma fille avait été retrouvée pendue à un arbre. Je veux une enquête de la police criminelle fédérale. Je n'ai pas confiance dans la police locale. Un père confronté à l'insoutenable réalité. Sa fille et sa nièce, 14 et 15 ans, ont été retrouvées pendues au manguier du verger du village, violées et étranglées avant d'être pendues, selon les éléments rendus publics. Les habitants du village ont refusé qu'on décroche les corps avant l'arrestation des coupables. Ils sont restés là pendant des heures, une résistance qui a porté ses fruits. Les télévisions sont venues. La police présente, mise en cause par le frère de l'une des victimes, n'a pas pu étouffer l'affaire. 3 hommes sont accusés de viol et de meurtre. 2 ont été arrêtés. Nous avons envoyé des hommes cueillir le 3e, mais nous ne l'avons pas trouvé. 2 officiers de police impliqués, l'un arrêté. Il aurait planifié l'enlèvement des jeunes filles avec les suspects, membres du même village. Une nouvelle affaire de viol en Inde, donc des complicités au sein de la police, tout un système, très peu de poursuites jusqu'à récemment et encore moins de condamnations pour viol dans une société où la femme est encore largement méprisée. Il y a un système en place qui ne peut pas changer tant que les autorités locales et centrales ne montrent pas une volonté politique et un engagement social à faire appliquer la loi. Car des peines existent. La loi a été durcie en 2013 après la mort d'une étudiante de 23 ans violée dans un bus à New Delhi. L'affaire avait soulevé une vague d'indignation sans précédent. En Ukraine, la situation est chaotique dans l'est du pays au lendemain de la destruction d'un hélicoptère de l'armée faisant 12 morts. Les combats se poursuivent toujours. Les forces ukrainiennes disent avoir nettoyé certains quartiers de l'est. Dans le camp des pro-russes, c'est aussi le chaos. Selon les informations, un groupe d'observateurs de l'OSCE aurait été capturé pendant qu'on affirme qu'un autre groupe aurait été libéré. Depuis lundi, ils étaient détenus par des séparatistes quelque part dans l'est de l'Ukraine. Les 4 observateurs de l'OSCE auraient été libérés ce matin. L'annonce vient d'être donnée par un des leaders des séparatistes
Mais elle n'a toujours pas été confirmée par l'organisation elle-même. Une situation confuse, tout comme à Donetsk, où différents groupes pro-russes, parfois rivaux, cohabitent dans le chaos. Le bâtiment où nous nous trouvons a été nettoyé. Il était difficile de déterminer qui vivait ici. C'est pourquoi nous avons décidé d'évacuer les personnes qui n'avaient rien à y faire. Nous utiliserons ces bâtiments comme bureaux désormais. Suite au pillage de ces derniers jours dans cette ville de 1 million d'habitants, les pro-russes semblent vouloir faire le ménage chez eux. Mais le danger d'une escalade dans le conflit n'est toujours pas écarté par Washington. Les troupes russes qui se trouvaient à la frontière se déplacent désormais vers Moscou, pas en direction de Kiev. Mais il y a toujours des signes de danger et nous espérons que cela va changer. Il y a des preuves que des combattants tchétchènes, entraînés par les Russes, se sont engagés dans le combat. Un combat qui a coûté pour l'heure la vie à plus de 200 personnes. Kiev a déclaré ce matin avoir complètement nettoyé une partie de l'Est. Mais à Donetsk, les drapeaux russes flottent toujours. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.